Jérémy Haddad, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, avec plaisir. vous êtes partenaire énergie chez EY. Et alors, justement, on a demandé à nos auditeurs aujourd'hui, Jérémy, est-ce que par rapport à la crise de l'énergie, on est trop alarmiste? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on n'est pas trop alarmiste parce que contrairement aux hivers précédents où on se posait toujours la question est-ce qu'il y a un risque ou pas, là cette année, on peut dire qu'il y a un risque. C'est-à-dire que si toutes les planètes sont alignées, c'est-à-dire de moins en moins de gaz qui arrivent dans les pays d'Europe, une température extrêmement rigoureuse pendant l'hiver, et puis des aléas sur la production nucléaire d'électricité. Si tout ça se réunit, alors oui, il y a effectivement un risque qu'on procède à ce qu'on appelle des délestages, c'est-à-dire des coupures ciblées chez les clients, ce qu'on n'a pas connu depuis des dizaines d'années. Donc oui, on a raison d'être alarmiste d'un côté. D'un autre côté, il faut quand même aussi être un tout petit peu rassurant. Il y a une entreprise qui s'appelle RTE, qui est le réseau de transport d'électricité, qui a fait un certain nombre d'analyses et qui se dit quand même rassurante parce que RTE considère que si tous les moyens sont mis en œuvre, alors on pourra effectivement échapper à ces coupures. Alors, justement, Ursula von der Leyen a annoncé un plan de l'Europe par rapport à cette crise de l'énergie. On va essayer d'y comprendre quelque chose ensemble, Jérémy, parce que je vous avoue que moi, j'ai écouté le discours d'Ursula von der Leyen et je n'ai pas compris grand-chose. Quand elle dit on va plafonner les surprofits et ça va rapporter 140 millions d'euros à l'Europe, expliquez-moi comment. 140 millions. C'est milliards? Non, millions, elle a dit. 140 millions, c'est pas beaucoup. On va pas aller très loin avec 140 millions, mais Elle a dit milliards, pardon, c'est moi, allez-y. 140 Oui, milliards. voilà. Non, en gros, ce qu'elle dit, mais c'est évidemment sujet à débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des producteurs d'énergie qui, évidemment, profitent de la hausse extraordinaire des prix pour vendre l'électricité à des prix très, très élevés et donc fait des bénéfices très, très supérieurs à ce qu'ils font d'habitude. Et donc, ce que Ursula von der Leyen dit, c'est que ça s'appelle des surprofits. C'est des profits beaucoup plus élevés que vous faites d'habitude. Et donc, on va aller chercher ces surprofits via des taxes ou via des mécanismes. Et donc, ça va rapporter de l'argent à l'Europe qui pourra ensuite les utiliser pour protéger ses consommateurs et protéger ce secteur-là. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que, parce qu'il y a quand même une dimension pays par pays, il va falloir que les pays l'acceptent. Bruno Le Maire, en France, par exemple, a indiqué qu'il n'était pas spécialement pour une taxation des surprofits, mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Alors, elle a parlé également d'une réforme profonde du secteur de l'électricité. Alors là encore, en termes d'Europe, comment on peut faire ça, Jérémy? Alors, déjà, ça, c'est pas trop tôt, parce que moi, personnellement, ça fait 20 ans que je dis qu'il faut qu'on réforme ce marché de l'électricité. L'électricité, c'est un bien très particulier. C'est un bien de première nécessité. C'est un bien qui n'est pas stockable. Et la Commission européenne, depuis plus de 20 ans, a fait semblant que c'était un bien comme n'importe quel autre, comme des yaourts, des chaussures ou autre chose, et qu'on pouvait y appliquer les règles de marché absolument classiques. Or, on voit bien que c'est un marché qui ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas pourquoi? Parce qu'on voit bien que dès qu'il y a un petit déséquilibre, en général, quand vous avez un petit déséquilibre, ce n'est pas très grave. Si vous n'avez pas assez de chaussures, vous demandez à votre producteur de produire plus. Et puis, d'un seul coup, les prix vont descendre. Et puis, si vous devez acheter vos chaussures 2 mois plus tard, ce n'est pas très grave. Dans l'électricité, si vous n'avez pas d'électricité à un instant T, ça peut être extrêmement grave. Donc, déjà, ça, c'est une première différence. La deuxième différence, c'est que faire de l'électricité, ça nécessite beaucoup d'argent, ça nécessite des investissements très importants. Et donc, le fonctionnement de marché, en théorie, devrait inciter les acteurs de ce marché à investir. Or, aujourd'hui, on voit bien que c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer des acteurs alternatifs, des fournisseurs qui fournissent des offres aux clients, mais qui finalement n'ont absolument pas investi dans les moyens de production. Et on se retrouve aujourd'hui dans un déficit de production en Europe qu'on paye aujourd'hui du fait de la crise qu'on connaît aujourd'hui. Donc, la réforme du marché de l'électricité, c'est effectivement comment on fait pour éviter
c'est cette volatilité des prix qui fait qu'on n'arrive pas à des prix absolument gigantesques qui mettent en péril l'industrie, les citoyens au sein de l'Europe. Et comment on fait aussi pour faire en sorte qu'il y ait une incitation forte à l'ensemble des acteurs pour pouvoir investir dans les moyens de production dont on aura besoin. Alors, elle a aussi parlé d'une banque dédiée à l'hydrogène. Alors, comment est-ce que ça résoudrait une partie de cette crise de l'énergie, Jérémy? Alors, l'hydrogène, c'est un produit intéressant parce que c'est un produit énergétique qui peut être décarboné. Il y a de l'hydrogène très carboné, très sale, qui n'est plus utilisé. Mais en revanche, il y a de l'hydrogène décarboné qui se fait de façon assez simple. En fait, c'est une réaction chimique qu'on connaît depuis des dizaines, voire des centaines d'années. On prend de l'eau, H2O, et puis on fait ce qu'on appelle de l'électrolyse de l'eau. On va séparer en fait les atomes et donc on va se retrouver avec d'un côté de l'hydrogène, de l'autre côté de l'oxygène, mais donc de l'hydrogène. Et de l'hydrogène liquide qui a plusieurs avantages. C'est liquide, donc ça se stocke. On peut l'utiliser pour alimenter des piles à combustible, par exemple. Et donc, on peut faire fonctionner des bateaux à hydrogène, des cars à hydrogène, même des voitures à hydrogène, même si c'est quand même plus évident de faire des voitures électriques plutôt que des voitures à hydrogène. On peut s'en servir dans l'industrie pour remplacer, par exemple, du gaz ou du charbon. Et donc, c'est effectivement une des énergies du futur qui vaut la peine d'être regardée. Et donc, pour développer l'hydrogène, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de moyens, il faut des investissements assez massifs. Et donc, ces investissements, ils vont pouvoir se faire via cette banque européenne de l'hydrogène et qui va pouvoir, et ça c'est aussi important, passer outre les restrictions d'aide d'État. Parce que de la même façon, depuis 20 ans, la Commission européenne est très, très sourcilleuse des aides d'État pour faciliter la concurrence, pour faciliter le marché. Or, là, on voit bien qu'on est dans des secteurs où si les États ne s'y mettent pas, si les États n'investissent pas, on n'y arrivera jamais. Et donc, cette banque à hydrogène, elle servira à faire en sorte que les États puissent massivement apporter de l'argent pour ces investissements dans tout ce qui est hydrogène. Alors, qui va être touché le plus, Jérémy? On dit que ça va être d'abord les entreprises et les administrations plutôt que les particuliers. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est ce qu'annoncent les politiques, pour une raison simple, hein, c'est que les électeurs, ce sont des citoyens et des particuliers, donc on va d'abord faire attention aux citoyens. Et puis, l'autre chose, c'est que les industries, les entreprises, elles peuvent malgré tout se préparer plus facilement que les particuliers. Donc, ce que ça veut dire, c'est que typiquement, s'il y a des interruptions de courant à faire, on les fera effectivement d'abord chez les entreprises avant de faire des coupures chez les particuliers. Enfin, sauf quand les entreprises, c'est par exemple un hôpital, des services comme ça dans lesquels on va avoir absolument besoin de les rendre prioritaires. Ça c'est réglé. Il y a effectivement des listes qui sont remises à jour régulièrement dans les différents pays. Par rapport, par exemple, en France, on connaît en fait les administrations, les entreprises qui ne peuvent absolument pas être coupées. Et donc, celles-là, évidemment, elles vont rester en dehors de toute possibilité de coupure. Ma dernière question, Jérémy, est-ce que dans le nord de l'Europe, dont la Belgique fait partie et la France aussi, on peut être un petit peu sauvé par le gaz qui vient de Norvège et de Grande-Bretagne, ou ils ne vont pas pouvoir augmenter largement leur production pour nous aider? Il y a eu, il y a eu depuis évidemment l'invasion de l'Ukraine par la Russie, beaucoup de discussions avec d'autres pays pour augmenter effectivement leur capacité d'envoyer du gaz. Ça se fait du jour au lendemain parce que c'est du gaz qui évidemment a déjà été vendu via des contrats à long terme par ces différents pays. Donc, on peut s'attendre à ce que malgré tout, il y ait quand même une certaine augmentation des flux. Ça ne réglera pas tout. Et la question du gaz, c'est une question qui va se régler sur le long terme, avec effectivement le recours à d'autres acteurs du marché, peut-être des acteurs très éloignés de l'Europe via le gaz naturel liquéfié, par exemple les États-Unis, hein, ou même le Qatar, qui font du gaz, qui le liquéfient, qui les mettent dans des bateaux. Ensuite, les bateaux peuvent aller un peu où est-ce qu'ils veulent. Donc, oui, effectivement, la Norvège et la Grande-Bretagne vont contribuer. Mais ça ne sera pas suffisant. Il faudra diversifier très largement les sources d'approvisionnement.
Jérémy Haddad, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes partenaire énergie chez EI et j'ai l'impression qu'on va se reparler encore parce que cette crise de l'énergie, elle ne m'a pas l'air terminée tout de suite. Je vous le confirme. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir, Lise.